Je pensais ne pas pouvoir revenir. Finalement, j'y vis depuis février. Je pensais ne plus rien découvrir. Finalement, des mystères, j'ai dévoilé. Je m'appelle Brian Falkenberg, alias Brinanum, et je tente de démystifier le monde intrigant du paranormal. J'analyse tout cela par le biais de recherches, d'expériences, d'enquêtes, de découvertes, d'histoires et plus encore. Cela ne se contente pas pour moi de vivre des phénomènes paranormaux par ma médiumnité, mais aussi ce qu'en dit la science aujourd'hui, ce que l'histoire peut révéler et ce que la psychologie nous donne. Que ce soit les progrès et hypothèses intéressantes du moment, les outils paranormaux qui sont utilisés, ou encore les pièges et conclusions hâtives à éviter. Le château de Vos est le seul endroit où autant d'éléments historiques étaient inconnus. Je tiens donc à vous partager dans cette vidéo à la fois mes sujets de recherche prévus à l'origine, ainsi que les découvertes inattendues que le lieu m'a données. Je publie toutes les sources avec, pour que d'autres personnes puissent constater par eux-mêmes. Mais avant de plonger dans tout cela, bienvenue à Vos. Commençons à une époque où Vos s'appelait Velsia. Nous sommes avant 800 et à la place du château, nous avons un couvent de bénédictins. Malheureusement aujourd'hui nous n'avons plus aucun vestige, notamment parce qu'il faut s'imaginer qu'on utilisait principalement le bois pour les bâtiments qui étaient riches, en tout cas ceux qui avaient les moyens, et que pour les dépendances aux alentours ou ceux qui avaient des plus modestes revenus, on se contentait de maisons en terre, en foin, etc. C'est au milieu de 22 habitations que, en 808, Charlemagne demandera de faire construire un château pour son fils Louis le Débonnaire. Le couvent deviendra une église sous le vocable de Saint-Vénérand de Clermont. Enfin, en réalité, la première trace de l'église que l'on a date de 1080. À cette époque, c'est Arnaud de Vos qui est le seigneur de Vos, et il fera don de l'ensemble des églises qui sont rattachées à sa seigneurie. Ouverture de parenthèse, le lieu a d'abord eu un poids très fort d'un point de vue religion avant de réellement devenir une forteresse féodale. Et il a indirectement un très grand intérêt d'un point de vue énergétique. Je referme la parenthèse. Les années 1000 est aussi le moment où la pierre commence à apparaître pour les châteaux. Pas que pour le château de Vos, cela est de manière générale. On a ensuite 200 ans de trou où je n'ai aucune information à ce sujet, et on va se diriger sur 1317. Le roi de France, Philippe V, va délaisser à perpétuité le château à son cousin, Louis de Clermont, sire de Bourbon. En délaissant le château, cela va aussi signifier que le château va se détacher de la royauté. Louis de Clermont aura le château pendant un petit moment, mais à la fin du XIVe siècle, il le revendra en deux parties à deux familles distinctes. D'un côté, les Bréchards de Bressolles, et la deuxième famille, la famille de Vos.
Dans le premier quart du XVe siècle, la seigneurie de Vos va être érigée en baronnie en faveur de Robert Dauphin, qui aura la part la plus grosse sur le château. Il est dit que Jeanne d'Arc leur aurait rendu visite en 1429. C'est une information où malheureusement je n'ai pas réussi à en trouver la preuve. En 1504, Anne de Vienne va être héritière d'une partie du château et va réussir à acheter l'autre partie du château qui était séparée. On obtient donc un seul propriétaire pour l'ensemble du château et cette situation va rester jusqu'à aujourd'hui. 3 générations vont se succéder et ce sera dans les mains de Claude de Beauffremont que le château sera ensuite passé dans les mains de sa cousine, Jacqueline de La Fayette. Il est temps de vous raconter la légende la plus connue en lien avec le château de Vos, la légende de Lucie. Pour ceux qui connaissent cette légende, je vous conseille tout de même de l'écouter, car je vais faire des rectifications dessus en fonction des traces que j'ai pu trouver. La légende commence lorsque Lucie arrive au château. Elle cherche un travail et arrive à être domestique au sein du château de Vos. À ce moment-là, la propriétaire Jacqueline de La Fayette était avec Guy de Daillon. Une histoire de cœur va se passer entre Lucie et Guy de Daillon, au point où Jacqueline de La Fayette en sera fortement jalouse. Un peu plus tard, Guy de Daillon doit partir en guerre et va quitter le château. Ce qu'il faut le savoir, c'est que lorsque un seigneur part de son château, l'ensemble des pouvoirs de gestion du terrain aux alentours, et notamment le droit de justice, est transféré à sa femme, ici Jacqueline de La Fayette. Elle a donc condamné Lucie à la peine la plus forte, et c'est ainsi qu'elle se retrouve dans les Epoulettes à mourir de faim. Maintenant, je vais passer aux précisions et aux rectifications en lien avec cette légende. Pour commencer, la légende est fréquemment précisée comme étant de 1545, 1560, 1565. J'ai vu plusieurs années qui tournent aux alentours de 1550. Eh bien, elles sont toutes fausses, parce que j'ai pu réussir à retrouver dans les archives départementales à quel moment Jacqueline de La Fayette a récupéré le château, en 1593. La récupération suivante du château se passera en 1641, lorsque Timothée Léon de Daillon va le transférer à Claude Leloup, et cela nous donne donc une fenêtre de 50 ans sur lequel Lucie aurait pu effectivement arriver. Mais ce n'était pas en 1550, on est plutôt sur les années 1600. La deuxième précision que j'ai à donner, c'est que oui, j'ai forcément regardé les registres paroissiaux au niveau des décès, pour voir si je pouvais retrouver Lucie, puisqu'elle est décédée dans le château. Malheureusement, au niveau des traces numérisées à ce jour dans les archives départementales de l'Allier, ça commence à 1663. Donc voilà, malheureusement, je retrouverai pas Lucie par cette manière-là. Ensuite, je préfère être transparent en disant que la première source historique que j'ai trouvée parlant de cette légende-là date du moment où Tagouri de la Tour avait le château et commence à parler des phénomènes paranormaux. Je pense que effectivement c'était bien une anecdote, un fait divers du château qui a existé, le document reste à trouver. Par contre, le lien avec le phénomène lumineux dans Chemin Ronde est plus subtil que ça, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, la dernière chose, il faut savoir que les oubliettes en question est plutôt du côté du donjon, et non par rapport à la tour de Lucie, qui est la tour de l'horloge actuellement. Je reviendrai un peu plus tard sur pourquoi la tour de l'horloge s'appelle la tour de Lucie, alors que pas grand chose en réalité n'était en lien avec Lucie. Le 7 avril 1641, Timothée Léon de Daillon va passer le château à Claude Leloup. Il va mourir en 1645, et c'est sa femme qui va devenir à la tête de la propriété. Et il va se passer quelque chose dont moi-même et 2 autres personnes que je peux citer, mais que je vais laisser anonymes, ont eu des ressentis par rapport à cet endroit du château. Le château était une ruine à cette époque. Les propriétaires allaient plusieurs fois sur le château, mais n'y vivaient pas. Madame Leloup a notamment plusieurs filles et un seul fils, et un beau jour, il décide d'aller au château comme régulièrement. Sauf que ce jour-là, le fils était sur un cheval qui commence à devenir fou. Le fils en perd complètement le contrôle, les autres essayent de calmer la bête sans pouvoir y faire quoi que ce soit, et l'histoire se finit tragiquement. Le cheval ainsi que le fils vont être emmenés tous les deux directement dans le fossé qui est au bout de la terrasse. Les deux y tomberont, feront une quinzaine de mètres de chute, puis finiront leur vie tristement de cette manière. Cet événement aura un impact dans le sens où la mère n'est plus présente ensuite dans la trace historique. Ce sont même les sœurs qui vont récupérer le château et qui le vendront ensuite au propriétaire suivant, Nicolas de Buisson. Nous considérons tous les trois qu'il y a quelque chose d'assez particulier à cet endroit d'un point de vue énergétique, mais je laisse cela à la croyance de chacun pour ceux qui viennent au château au niveau de ses terrasses. Le 25 juin 1651, Nicolas Buisson va rendre foi et hommage à la seigneurie et baronnie de Vos auprès du roi Louis XIV directement. Le château va ensuite passer dans les mains de Michel Cadier en 1700 et ça restera dans la famille Cadier jusqu'en 1970. La première représentation du château que j'ai trouvée date du 15 décembre 1767, celle que vous voyez en ce moment. On peut encore retenir 2 moments clés. La première, la Révolution française.
le château va être fortement impacté par celle-ci, puisque non seulement les révolutionnaires vont passer, détruire l'ensemble des signes, on parle même de la destruction du donjon, chose dont je cherche encore le document, mais il y a surtout la salle aux pendus, une salle où on pendait l'ensemble des personnes au moment de la Révolution française qui s'est passée à l'intérieur du château. Il y a même une autre légende qui est rattachée à un petit hôtel situé au nord-ouest du château. Selon cette légende, l'une des pendues aurait été pendue parce qu'elle tuait des bébés pendant son service, l'équivalent du métier de sage-femme à l'époque. Après l'avoir pendue, cependant, ils ont récupéré plusieurs indices qui prouvaient que non, ce n'était pas elle qui avait tué les bébés. Dans un mouvement de regret et dans le but de faire un mémorial, un petit hôtel aurait été construit à l'intérieur du château au nord-ouest, qui a ensuite été rénové 2-3 fois, mais qui est toujours actuellement visible à l'intérieur du château. Je ne sais pas si cette légende est réelle ou non, puisque je n'ai pas retrouvé la source écrite de cette légende. Cependant, je confirme que cette construction au nord-ouest du château est vraiment bizarre. Et en deuxième période, je peux citer notamment l'âge d'or du château, de 1840 jusqu'à 1885 environ, où Charles-Eugène de Cadier sera le propriétaire du château. En parallèle de l'achat du château, il aura notamment un poids très fort dans la politique française. Il va être notamment au Conseil général d'agriculture de France en 1851, il va être membre du Conseil général de l'Allier en 52, il va être réélu en 55, et il sera même député jusqu'à 1862. Tout cela va faire qu'il va avoir un gros impact sur la construction des bâtiments aux alentours. Ça va jusqu'à l'hippodrome de Vichy, qui est à 40 km à l'est de Vos. Je peux aussi ajouter comme exemple la création de la route départementale en 1852, avant, la route n'était pas du tout de la même qualité. Pour rester au niveau du château, il va notamment aménager l'entrée actuelle. La partie troubadour ainsi que le chemin qui commence à cet endroit-là n'a existé que depuis 1850. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo le chemin historique si vous êtes intéressé. C'est aussi le cas pour bon nombre de dépendances aux alentours du château, comme par exemple ce chenil qui a été aménagé pour accueillir une quarantaine de chiens de chasse. Cependant, il ne fait pas précision de toutes les dépendances du château. C'est le cas par exemple de la tour qui est au sud-ouest, complètement détachée du château. Il a probablement été un stockage de nourriture dans cette période-là. Il a probablement été construit pour une raison de poudrière, pour faire en sorte que la poudre soit à l'extérieur du château s'il se passe quelque chose. Cependant, je n'ai pas de traces réellement en lien avec cette tour, donc ça reste encore un mystère. Et enfin, élément qui m'a le plus déstabilisé, cela me fait trace de plans et de documents me parlant d'un parc super bien aménagé, avec plusieurs personnes se baladant à l'intérieur, et plusieurs maisons ou habitations ou espaces de travail qui étaient aménagés au sud du château. Oui, le sud du château, en plein milieu de la forêt, de la végétation, etc. J'ai donc tenté d'essayer de faire des percées à travers cette végétation. Il reste effectivement des barrières, des endroits où il reste encore quelques vestiges de présent. Le plus gros vestige que j'ai pu retrouver est notamment cette ruine. Avec le propriétaire, on en a discuté, on avait l'hypothèse que ça pouvait potentiellement être un moulin, puisque l'eau n'était pas très loin de cette habitation. Il faut savoir qu'il y a aussi de l'eau sous la végétation au sol. Mais un peu plus tard, j'ai réussi à retrouver un plan de restauration du moulin en habitation. Et le plan ne colle pas en fait avec la ruine que l'on a retrouvée. Donc on ne sait strictement pas ce que c'est cette ruine. Et il y a encore plein d'autres choses probablement à découvrir au sud du château, puisque le parc a été aménagé avec des statues, des sculptures, etc. Chose dont aujourd'hui c'est probablement dans la végétation, attendant simplement à être récupéré. De ces périodes, on a aussi des très bonnes gravures sous la forme de lithographes et des très bons dessins du château. Notamment parce que Charles-Eugène Cadier fera demander Edmond Tudeau en 1849. J'ai pu retrouver son plan de croquis bref datant du 22 octobre 1849, puis après il a dû les réaliser, donc les vues du château en ce moment datent probablement de 1850. Vous avez l'ensemble de ces croquis dans les sources. Le dernier propriétaire de la famille Cadier passera le château à Ephraim Tagouri de la Tour le 1er septembre 1971. Et dès son arrivée, il va commencer à parler des phénomènes qui se passent dans le château, que ce soit des phénomènes lumineux, des phénomènes sonores. C'est en connaissant l'histoire du lieu que, notamment pour le phénomène lumineux qui est dans le chemin de ronde, il considérait pour lui qu'il allait voir Lucie. C'est ainsi que la liaison Lucie et le phénomène lumineux du chemin de ronde est associée. Il a commencé à en parler à des connaissances, puis après, derrière, d'autres personnes sont venues en étant intéressées par les phénomènes. Il y a eu notamment un lot de peintres entre 1975 et 1980. Je peux citer notamment quelques tableaux qui sont connus et que vous avez déjà pu pouvoir voir dans certaines archives, etc. Notamment le tableau Le Fantôme de Vos des frères Bourdon, donc celui qui est juste au-dessus du chemin de ronde, ainsi que Marcel Asquin qui a fait bon nombre de tableaux au château de Vos, notamment la grande toile intitulée Les mystères du château de Vos, datant de 1979.
Ce que Tagore annonce prend de plus en plus de l'ampleur. Il y a déjà quelques petites équipes qui font leur propre reportage en 1980. Cependant, l'élément clé qui va faire basculer le château au niveau de la réputation paranormale et de la connaissance de celle-ci est lié à Jean-Yves Casgas pendant la nuit du 8 au 9 août 1984. Ouverture de parenthèse, le 4 août est une erreur qui a été prononcée dans plusieurs émissions qui ont suivi cet événement. C'est bien du 8 au 9 août que ça s'est produit. Fermeture de parenthèse. Jean-Yves Casgas va passer sa deuxième nuit au château de Vos, à la différence qu'ils seront plus nombreux, ils seront 13 exactement. Les personnes présentes, une équipe du magazine télé Contre-Enquête sur TF1, ainsi que Carole Chandrel et Jean-Jacques Deschamps du magazine Télé 7 jours. Le médium Raymond Réan fera aussi partie de la troupe, avec sa petite fille Aurore. L'équipe télé et Télé 7 jours étaient tous les deux postés au niveau de la salle des gardes à l'intérieur de la tour de l'horloge. Tout au bout du long chemin de ronde, il y avait la salle des pendus, et à cet endroit se posent Jean-Yves Casgas, Raymond Réan, Aurore et 3 autres personnes avec 2 appareils photo. Et enfin, les techniciens étaient enfermés dans une pièce côté tour de l'horloge à guetter les moindres sons présents sur les micros. Seulement quelques minutes après les 12 coups de minuit par rapport à l'horloge du château, les 6 personnes étant dans la salle des pendus vont observer des phénomènes lumineux pendant 18 minutes. 4 photos seraient prises où il y aurait quelque chose dessus, je n'ai réussi à en trouver qu'une seule par le biais d'une émission post-événement. Et enfin, en parallèle, un cri strident a été entendu dans les micros par les techniciens, les faisant venir pour vérifier si tout allait bien. C'est cet événement qui va défrayer la chronique, bousculer un petit peu les journalistes, et surtout, c'est l'apparition dans l'émission Mystère d'une reconstitution de cette soirée-là qui va permettre de le faire connaître au grand public. En 1998, le baron décédera, laissant le château à sa femme. Ce n'est qu'en 2002 que Anne-Elisabeth Mincer viendra acheter le château et deviendra le propriétaire jusqu'à aujourd'hui. En 2006, le sommet du donjon viendra s'effondrer sur la salle des pendus. Cela aura pour conséquence que les équipes paranormales ne puissent pas être à l'endroit où Jean-Yves Casgas a pu avoir son phénomène lumineux. Le chemin de ronde reste cependant accessible et, dû à une question de matériel parce que le couloir est assez serré, les équipes ont commencé à s'installer dans la tour de l'horloge pour appeler Lucie. Et c'est avec le temps et par abus de langage que la tour de l'horloge est devenue la tour de Lucie. Car lorsqu'on va voir Lucie, on va vers la tour de l'horloge. Son fils, Jérémy, est venu en 2021 l'aider. Il n'y a pas eu de changement de propriétaire à cette époque-là. Pour conclure cette partie histoire, je suis arrivé la première fois au château de Vos physiquement en août 2023. Je suis ensuite venu plusieurs fois jusqu'à février 2024 où je me suis définitivement installé sur place et aidant le propriétaire à maintenir le château en parallèle de mes recherches. Maintenant que vous avez le tableau général de l'histoire, on va pouvoir parler des différentes pistes de recherche sur lesquelles je me suis lancé, et dont certaines qui se sont venues s'imposer à moi en fonction des événements et de la situation. Je vais commencer par vous parler de l'architecture ayant un poids en elle-même sur les événements de l'histoire ainsi que l'énergétique du lieu. Bien que les constructions et les styles ont des époques bien spécifiques, en réalité il y a eu plusieurs rénovations pour que le château soit entretenu tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Les murs sont donc composés de plein de matériaux différents, je peux citer notamment du granit, du calcaire, de la brique aussi, mais parmi tout cela, il y a une nature de pierre qui m'intrigue vraiment. C'est ce qu'on appelle dans le coin la pierre de Charroux. C'est une pierre qui est remplie de trous, ayant été faite par les vers il y a 23 millions d'années, puis fossilisée derrière. On peut même voir des végétaux complètement fossilisés, et elle est surtout très reconnaissable par les trous qui sont laissés dans cette pierre. Énergétiquement, elle dégage quelque chose, surtout en lien avec la tour de Guéronde, mais encore à ce jour, je ne saurais pas détailler quoi exactement. Je précise la tour de Guéronde parce qu'en réalité, il y a 2 tours de guet dans Vos. La tour carrée, qui fait aussi office de l'entrée de la cour, est la partie la plus ancienne du château, 1100. La tour de Guéronde construite juste à côté a été construite 1300. Elle a cette forme parce que les trébuchets et catapultes ont commencé à apparaître dans les alentours 1200-1250. Ainsi, le projectile était dévié au lieu de détruire le mur et les réparations n'étaient que mineures à faire. Les fentes sur ces 2 tours ont été faites pour voir à travers le mur, pour éviter qu'une personne sorte de la pièce, retrouve à aller jusqu'en haut du château pour voir ce qui se passe en bas, pour redescendre et revenir dans la salle. Ce n'est que plus tard, lorsque l'apparition de la poudre et des baïonnettes commence, que ces fentes sont devenues des meurtrières, parce que l'on pouvait positionner facilement la baïonnette sur le bord de la fente sans être exposé à l'ennemi. Il existait déjà des meurtrières aux alentours 1100, 1200, 1300, mais ce sont des fentes très spécifiques qui ont été faites pour l'archerie. Elle existe notamment au niveau du troubadour sous un modèle décoratif, et on faisait en sorte que le trou était à la bonne hauteur pour que la flèche puisse passer à travers le trou sans que ça touche le mur. Il existe encore un dernier type de fente, ce sont les fentes pour la construction. Ces fentes sont facilement repérables simplement parce qu'ils existent tous les mètres ou 2 mètres et que la façon de construire l'échafaudage à cette époque permettait d'avoir des petits picots qui permettaient de s'appuyer sur le mur.
Une fois que le mur était construit, que l'échafaudage était redémonté, les fentes les plus larges, on les remplissait avec des pierres à l'intérieur, mais ce type de fente, la plupart du temps, était laissé ouvert et plutôt fin, soit simplement parce que ça ne gênait pas, ou bien même pour l'évacuation de l'eau. Je me suis également intéressé un peu plus au donjon. Il faut savoir que c'est la partie la plus éloignée de l'ennemi par rapport à un château, pas que le château de Vos, et cela pour deux raisons. La première, s'il y avait une attaque, c'était à cet endroit-là que le seigneur venait se protéger et se réfugier à l'intérieur. Et la deuxième raison, c'est que c'était là aussi que l'on gérait les prisonniers. Il y avait à l'époque un système de 3 niveaux de punition, un peu comme actuellement avec l'infraction, le délit, le crime, et en fonction de la punition, on les mettait à des étages différents. L'étage le plus haut, le deuxième étage, était pour les punitions légères, équivalentes infractions, et les prisonniers étaient simplement missionnés de faire la patrouille des alentours avec le chemin de ronde et les gardes présents à côté. Le niveau intermédiaire, le délit, est une salle qui est complètement fermée. Il y avait juste une seule entrée avec 2 gardes à l'intérieur, et tant que le prisonnier n'avait pas accompli sa tâche, par exemple préparer 3 barres de fer pour pouvoir faire des épées derrière, eh bien il était maintenu réveillé et il devait finir sa tâche à l'intérieur de cette salle. Enfin, le dernier niveau de punition, équivalent crime, et c'est situé en dessous du donjon. C'est une partie qui est la plupart du temps souterraine, et l'une des punitions courantes qu'il y avait dans les alentours 1200, 1300, 1400, est ce que l'on appelle aujourd'hui les oubliettes. Ce nom-là n'existait pas à l'époque, mais il porte très bien ce nom-là aujourd'hui. C'est simplement parce que l'on oubliait complètement la personne dans sa prison. Elle mourait du coup de faim, de soif, on ne l'entendait pas du tout crier depuis l'extérieur, et on l'oubliait complètement. C'était l'une des sentences les plus fortes, alentours 1200, 1300, 1400. Les morts rapides étaient assez rares dans les alentours 1200 jusqu'à 1500. Il existait effectivement la pendaison, mais c'était plus pour faire une démonstration publique, pour faire comprendre que si vous faites telle chose, eh bien vous serez puni de telle manière. Mais la notion de la pendaison, de la guillotine, etc. est devenue bien plus fréquente au niveau de la Révolution française, 1789. Là, on cherchait notamment à faire taire rapidement certaines personnes. Je vais maintenant passer sur la structure de l'entrée du château. Je vous ai déjà parlé du troubadour, le fait que c'était construit en 1850. Cet escalier-là, lui, a été construit qu'en 1600. Il n'existait pas avant. Et il est construit d'une certaine manière, 4 ou 5 marches, un palier, 4 ou 5 marches, un palier, etc. jusqu'à la grille d'entrée. Ce format d'entrée n'est pas présent que pour le château de Vos, et l'explication est assez simple, c'est pour une raison plutôt de mode et d'étiquette dans les alentours des années 1600. On cherchait à avoir un maximum de volume et d'accessoires, c'était la manière à l'époque de la mode de se mettre en valeur. Cependant, à ce que j'en ai compris, j'ai pas encore testé, déjà simplement avec une robe en tissu, c'est déjà assez compliqué de marcher dans des escaliers. Donc imaginez ces femmes en 1600 qui ont une structure en paille en plus en dessous de leur robe à devoir porter. On faisait en sorte que les escaliers soient aménagés en fonction. L'étiquette était aussi adaptée en conséquence. Une fois que la femme portait sa robe et arrivait au sommet des marches pour la relâcher, elle faisait exprès de prendre son temps sur le palier suivant pour arriver jusqu'aux prochaines marches et pouvoir reporter de nouveau. Pendant cette période de récupération, elle faisait exprès de parler de l'ensemble des choses qui étaient autour. Par exemple, « Oh, regarde comme ces fleurs sont jolies !» Et l'homme qui l'accompagnait à côté d'elle devait continuer la discussion et complémenter à ce sujet-là. Et au bout de 2 à 3 minutes, on arrivait sur les escaliers suivants pour monter 4 ou 5 marches. Maintenant que vous savez tout cela, si je vous remonte de nouveau les marches, eh bien on mettait à peu près un quart d'heure à rentrer dans le château. Voilà au sujet de la structure de ces marches. Je vais parler d'un dernier endroit. Ces latrines sont effectivement restées telles quelles depuis à peu près le XVIe siècle, dans le sens où elles n'ont pas eu beaucoup de rénovation par rapport au reste de la bâtisse. C'est vrai qu'au premier coup d'œil, ça peut faire sourire, mais non, l'ouverture qui était juste en dessous a été faite dans un second temps. Je tiens bien à préciser que les latrines n'étaient plus en fonction au moment où la fenêtre qui est juste en dessous des latrines a été faite. Quant à la question pourquoi la fenêtre du dessous est décalée par rapport à la fenêtre du dessus, c'est simplement parce que juste à côté de cette fenêtre, à l'intérieur, il y a un mur porteur qui traverse l'aile du château. Parmi tout ça, sachez qu'il y a des informations qui n'ont jamais été regardées par quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Je suis moi-même étonné encore aujourd'hui de le dire, cependant je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On est le 20 mai 2024, on a fait une découverte au point où je suis allé directement chercher la caméra et je l'ai montée là, donc c'est du live. Avec le propriétaire, on était en train de libérer une pièce, d'enlever tout le matériel qui était dedans, etc. pour faire de la place, voir ce qu'il y avait dedans, tout ça. Et à un moment, on tombe sur un placard et à l'intérieur, tout un tas de papiers, de documents divers. Donc le propriétaire commence à regarder, il ouvre l'un d'eux au hasard et il me dit bof, j'y comprends rien, c'est écrit en français. Il me tend l'un de ses livres et en ouvrant, je me rends compte que c'est une proposition de loi datant de 1860. C'est là du coup que je me mets à regarder l'ensemble des autres documents. Il y a notamment un agenda de Charles-Eugène Cadier, 1863. Tout un tas d'autres documents qui sont présents comme ça en ayant vu à la va-vite. On a récupéré l'ensemble de ces documents. Jérémy a déjà fait un tri pour regarder ce qui était privé à lui de sa propriété, on va dire.
Et puis de mon côté, bah en fait tout ce qui est regroupé là dans l'armoire verte ainsi que le petit ruban là qui est situé sur la gauche là à cet endroit là, tout ça ce sont des documents de 1840, 50, 60, des documents historiques quoi, enfin vraiment des trucs on s'attendait vraiment pas à ce que ça soit là. Donc sachant que le propriétaire veut s'en débarrasser, je lui ai dit personnellement que si on s'en débarrasse, ok, mais on s'en débarrasse bien. Ce que je vais faire déjà c'est que je vais déjà les sortir, je vais les mettre dans des cartons, on va s'installer ailleurs, question que je puisse sortir de la zone privée surtout, et je vais faire en sorte qu'on puisse quand même regarder 2-3 de ces documents-là, savoir de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on peut trouver comme info dedans. Et après, dans un second temps, je vais appeler les archives départementales et je vais voir ce que je peux faire avec. Mais j'ai vraiment pas envie que ça soit balancé dans une benne, quoi. Pour commencer avec cette histoire, déjà, on a un document qui ressemble à un arbre généalogique. C'est vraisemblablement au début du 15e que des Bourguignons viennent s'installer dans le registre des Aubry. Ok, donc Bourguignon, à mon avis, c'est le nom de la famille qui a été étudié dans cet énorme arbre. Donc ça part jusqu'en haut, là-haut, avec tous les nœuds. Mais il y a une carte du coup qui parle de Saint-Quentin, Marcilla, Matas, Champs. Donc logiquement, Vos serait plus au nord, mais à l'extérieur de la carte. Image très intéressante parce que la route arrive bien par là-bas aujourd'hui. Par contre, elle fait pas un virage pour longer la façade. C'est une route qui fait ligne droite et qui part sur le côté droit de l'image. Donc d'après la note sur le crayon de papier, on serait sur une gravure de l'époque 1800. Je pense que c'est pour ça que le papier a été conservé dans un autre carton pour être sûr et certain que voilà, ça s'abîme pas. Très intéressant tout ça quand même. J'en ai fait qu'une toute petite partie. Alors malheureusement, je pense que je ne pourrai pas tout lire, tout exploiter. Pour l'instant, on va trier surtout, et puis on verra après. J'ai enfin fini de tout trier. Donc pour commencer, nous avons 4 belles piles de liberté de tester. Après, on a plusieurs documents comme ça qui est du style discours de Baron Le Vos, séance du 7 au 8 mars 1866. On a pas mal de propositions de loi aussi, que le cas par exemple pour ce gros bouquin qui est au milieu ici. La ficelle qui est présente sur le côté gauche, c'était la façon de relier à l'époque l'ensemble des feuilles pour que ça fasse joli quand même, mais c'était comme ça que c'était livré. On a des rapports sur les impôts directs, pas mal de choses qui concernent un comité d'agricole. À chaque fois, il signait en bas le baron de Vos, et juste au-dessus, c'est bien précisé, le président du comité agricole d'Ébreuil. Ébreuil étant un petit village qui est juste à côté. Mémoire, adhésion, consultation, Rogène de Vos. On a la même chose juste au-dessus, mais pour un autre mois, donc juillet 1851. Un document qui n'a rien à voir, un tableau, mais qui est déjà à moitié mangé. Pas mal de documents qui font référence à une élection sur le canton d'Ébreuil. Parmi tout ça, on a même un agenda de 1863 et, chose qui est assez intéressante, au niveau du style de l'écriture, elle ressemble plutôt de manière proche à la signature de Cadier en fait, la signature du baron de Vos. Donc je pense que c'était son propre agenda sur lequel il notait tout ce qu'il avait besoin de faire en fait. Et ouais, j'avais presque toutes les pages sont remplies en fait. On a par exemple le fait qu'il a acheté 3 kg de cuir à 2 francs 50 le kilo le 21 juin, un dimanche 1863. Donc voilà pour tous ces documents. Entre temps, le temps a tourné aussi. Ouais, je sais même pas quelle heure il est. Ouais, si, c'est ça. Ça fait 4 heures que je suis dessus, en train de trier, en train de regrouper tous les documents ensemble, etc. Et j'ai envie de dire, maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est d'appeler et puis à voir comment je peux faire pour tous ces documents. Finalement, donner des anciens documents aux archives départementales est bien plus simple que je ne le pensais. À la fin du coup de fil, je reçois un contrat template de dépôt d'archives. Concrètement, c'est une page précisant les conditions d'utilisation, etc. Puis, ce sont les archives eux-mêmes qui viendront récupérer les documents. Eh bien, bonjour. Bonjour. Déjà, merci en tout cas d'être venu au château de Vos et d'être présent ici, notamment pour avoir récupéré l'ensemble des documents. Et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Jean-Réal Sola, je suis directeur des archives départementales de l'Allier. Je connaissais le château de Vos de réputation. Je savais que les archives départementales possédaient un fonds d'archives donc lié par cette famille, mais jusqu'à ce que vous me contactiez, donc j'avais pas plus d'éléments à ce sujet-là. Quelles sont les étapes qui vont se passer pour ces documents-là? Comment ils arrivent à l'entrée de l'archive départementale? Et ensuite, quelles sont les étapes pour qu'elles permettent d'arriver sur l'étagère? Il faut savoir que ces archives resteront toujours un ensemble uni.
Elles ne seront jamais dispersées dans d'autres fonds, dont là en l'occurrence ce sont les propriétaires actuels qui font don de quelques documents. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est à ne pas avoir de confusion entre le premier fonds des archives de la famille Caillé de Vos qui nous a été remis donc à la fin des années 1990 et ce nouveau fonds qui vient s'ajouter. Donc là ce sont des documents anciens, on les prend en charge, on va les trier. Donc quelques documents pour lesquels on ne gardera pas les doubles, mais on va essayer d'avoir donc un exemplaire de chacune des publications en bon état. Évidemment, on aura une attention plus particulière aux quelques documents manuscrits. Une fois qu'ils auront été triés, ils auront rangés de façon cohérente, un petit nombre suivant plan de classement. Un instrument de recherche, donc un inventaire, va être établi par un de mes collègues. Un exemplaire est remis au donateur ou au déposant. Un autre exemplaire est accessible, donc sous forme papier en salle de lecture aux archives départementales. Là, comme ce sont des documents qui, a priori, ne posent aucun problème de communicabilité, ce sont des documents anciens, il n'y a pas de délai de vie privée à respecter, pas de secret industriel, donc ils seront immédiatement communicables. Ce qui veut dire que tout lecteur donc pourra venir les consulter en salle de lecture aux archives départementales. Une question qui est en lien du coup avec cette partie classement, notamment puisque le fonds de dotation pour Vos est numéroté 25J et après il y a une suite de numérotation en fonction du document. Comment fonctionne cette classification? Les archives départementales ont un plan de classement qui est national et qui est par lettre. Donc à chaque lettre, A, B, C, correspond une thématique. L'état civil sera toujours en série E, les notaires seront toujours en série E. La série J, elle, est la série des archives privées. Chaque gros fonds d'archives privées va recevoir un numéro, donc 26J pour ce fonds Caillé de Vos. Une entreprise qui déposerait ses archives aura un autre numéro, un architecte qui dépose son fonds d'architecte aura un autre numéro. On est aux archives départementales de l'Allier, donc au numéro 176, je crois. Mais on a par ailleurs une autre sous-série, qui est la sous-série 1J. On va mettre les documents isolés et les petits fonds. Vraisemblablement, le fonds qui arrive aujourd'hui, lui, sera classé en 1J. En fait, un système qui permet à n'importe qui y arrive, même sans forcément trop connaître le classement, vous avez une sorte de catalogue, je vais dire, et avec les références. Exactement. Une fois qu'on s'y familiarise, il a un avantage, c'est que c'est le même partout en France. Après, les moteurs de recherche de nos jours permettent d'avoir accès à des réponses sans passer par ce cadre de classement. En l'occurrence, ici au château de Vos, vous allez sur le site des archives départementales, vous avez un moteur de recherche global qui fait que vous tapez Vos et ça va vous donner toutes les réponses possibles. Quels sont les métiers clés qui tombent finalement dans les archives et qui permettent de faire fonctionner les archives, leur classement, etc. Les services d'archives départementales souvent sont composés d'archivistes de formation qui ont découvert leur vocation tôt et qui ont fait des études aussi, d'agents qui sont arrivés. À ce moment-là, c'est vrai que souvent ils apportent la connaissance qu'ils ont de l'administration. Un agent qui dans une administration où il travaillé sur l'urbanisme, il va forcément avoir plus de facilité que d'autres de ses collègues à traiter des sujets des permis de construire. Archiviste, c'est vrai que c'est une définition globale qui recouvre en fait de nos jours plusieurs métiers. On imagine souvent l'archiviste comme étant celui qui s'occupe des documents anciens, qui a fait de la paléographie, qui sait lire le latin, le grec et surtout les vieux textes français facilement. Mais force est de reconnaître que cette partie des archives anciennes en volume est très faible par rapport à la grande masse des archives du 18e, du 19e et surtout du 20e siècle. Vous avez beaucoup d'archivistes qui n'ont jamais fait d'études sur les fonds anciens et qui pour autant traitent des fonds d'archives pour des périodes plus récentes. Alors après, les archives peuvent être spécialisées sur certaines typologies de documents, où vous avez des archivistes qui vont être plus spécialisés sur la cartographie, peuvent être spécialisés sur les fonds iconographiques, sur les gravures, sur la photographie. Et puis il y a surtout un nouveau métier qui est apparu maintenant il y a quelques décennies, le métier d'archiviste traitant des archives numériques. Non pas à gérer des documents pièce par pièce ou liasse par liasse, mais qui va devoir gérer souvent des flux d'archives qui arrivent dans les systèmes d'archivage électronique. Les archives, c'est évidemment un travail intellectuel, mais c'est aussi un travail très physique. Les archives ne se portent pas toutes seules, donc voilà, il faut les conditionner, les reconditionner, changer de carton. Très important à la fois d'avoir les connaissances intellectuelles pour faire un bon travail d'archiviste et à la fois d'avoir ce sens pratique et aussi cet amour du document pour pas n'en faire qu'une idée, parce qu'une archive c'est aussi un objet.
Je sais déjà d'avance qu'il y a les registres paroissiaux, les registres d'état civil qui sont facilement numérisés maintenant dans la plupart des départements. Est-ce qu'il y a d'autres types d'archives qui sont facilement numérisées à ce jour? Donc on a mis en ligne les plans du cadastre napoléonien, mais on travaille donc sur la mise en ligne de plans de cadastre plus récents. La plupart des services d'archives ont fait de gros efforts pour mettre en ligne la presse numérisée, la presse locale. On va numériser aussi beaucoup d'iconographie, de cartes postales, de plans. Il y a une très forte demande sur ces sujets-là, et aussi parce que ça évite après beaucoup de manipulations. On serait très vite très abîmé par les manipulations incessantes des lecteurs. Et à l'opposé, on ne va pas numériser des archives extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, mais qui ne vont être consultées que par très peu de personnes. Tous les notaires du département doivent verser leurs minutes de plus de 75 ans. Typiquement, un acte de vente, une propriété est vendue par la famille A à la famille B. Au sein des archives départementales, on conserve 40 000 boîtes de 10 cm, donc plus de 4 km de minutes notariales qui vont, pour lire simplement, du XVe siècle jusqu'au milieu des années 40. Mais il y a très peu de gens pour aller voir le même document. Ces 4 km d'archives ne seront jamais numérisés. Alors ce qui risque de changer la donne quand même dans les années qui viennent, c'est que d'une part le coût de la numérisation a énormément baissé ces dernières années, on ne va pas le négliger, et d'autre part la reconnaissance de caractères maintenant se fait bien sur les caractères imprimés, et dans les années qui viennent la reconnaissance de caractères se fera bien sur les manuscrits. Mais évidemment ça créera bien plus de possibilités de recherche. Pour vous, je vous remettrai bien entendu le lien vers les archives départementales de l'Allier pour que vous puissiez simplement consulter à travers le site en ligne. Et en dernière chose, bien entendu, est-ce que vous souhaitez dire un mot important à l'ensemble de la population, en tout cas au public, un mot que vous aimeriez faire passer? Les archives départementales sont vraiment ouvertes au public et qu'il ne faut pas hésiter à contacter du personnel, des archivistes qui sont là pour donc accueillir et conseiller les lecteurs. N'hésitez pas à nous contacter si vous pensez que vous avez des archives privées qui sont susceptibles d'intéresser les archives départementales, et on sera toujours là pour vous accueillir et pour en discuter. Merci en tout cas, et même pour avoir recueilli encore une fois pour l'ensemble de ces documents, pour savoir aussi qu'ils seront du coup gérés, bien entretenus et accessibles par plusieurs personnes. À une prochaine et à bientôt. Merci à vous. Merci. Du côté des symboles, on a de manière très présente la fleur de lys et la couronne. Ces symboles sont assez communs dans la plupart des châteaux pour représenter le lien entre la royauté et ce château. Chaque seigneur avait le choix de prêter allégeance ou non au roi, mais lorsque c'était le cas, c'était mieux de le montrer et de le mettre en avant. Un blason est fréquemment présent par rapport à un château, mais en réalité le symbole du blason vient représenter la famille. Pour le château de Vos, ici notre tête de cerf représente la famille Cadier. On a aussi d'autres blasons qui sont présents à divers endroits du château, avec d'autres symboles dessus. On peut retrouver notamment ce symbole d'aigle qui représente probablement une famille du nord-est de France, Allemagne, nord-est d'Europe, mais malheureusement à ce jour je n'ai pas trouvé le symbole de cette famille spécifique. Ensuite, on a fréquemment comme encadrure une tête de paon avec un queue de serpent. Pas beaucoup d'informations non plus que j'ai pu trouver à ce sujet-là, excepté que ça pourrait être associé à une famille encore plus lointaine dans le temps, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Dans les symboles un peu plus subtils qui sont en lien avec le château, on retrouve notamment bon nombre de représentations de plantes à divers endroits du château. Je peux citer principalement tous les symboles qui sont situés au-dessus des fenêtres au niveau de la façade de l'aile est. On a aussi cette tête cachée parmi des feuilles qui nous observent, situées juste à côté de l'entrée du château, au niveau de la tour de l'escalier. La raison de leur existence reste inconnue pour moi. Il n'y a que deux symboles où j'ai vraiment pu trouver du détail. Pour commencer, on a le symbole des francs-maçons. Par rapport au message qui a été écrit juste à côté, le fait que la façade a été reconstruite en 1844, ça m'avait créé une hypothèse me disant que Charles-Eugène de Cadier était probablement dans les francs-maçons et avait fait ce symbole. Sauf que c'est au moment du montage que je me suis rendu compte qu'il y avait une inscription sur le bas de ce symbole. J'ai personnellement du mal à lire le mot du dessous, même physiquement parlant lorsque je me colle au symbole. Je comprends 1967 Terrancire. Il faut savoir que ce symbole est à 3 mètres de hauteur à peu près, et qu'au vu de la qualité de la gravure, dans le sens où elle est bien nette, et que le symbole aussi est dans un parfait état, il me paraît donc logique que le propriétaire en 1967, soit le dernier des Cadier, Eugène Adolphe Édouard Cadier, fasse partie des francs-maçons et accepte de faire ce rajout sur la façade. Et juste à côté, on a ce blason de présent. Je pensais au départ au symbole des Templiers, de la façon dont la croix était faite, mais plus je l'observais, plus je tiquais, parce que pourquoi représenter 3 croix distinctes, et surtout pourquoi avoir fait un blason? Et c'est en continuant mes recherches, et surtout en allant ailleurs que dans le château, que je me suis rendu compte de ce que c'était.
Je vous emmène pour cette fois sur un deuxième bâtiment qui est l'église de Vos, située juste derrière moi. Dans ce bâtiment, je vais notamment vous montrer l'intérieur qui est juste magnifique. Je pense que tous ceux qui ont visité le château sans visiter l'église, vous avez loupé quelque chose. Et en parallèle de ça, je vais essayer de voir si je ne retrouve pas des éléments, des petites choses qui vont me permettre de me dire si oui, effectivement, il y a un souterrain qui partait du château et qui allait jusqu'à l'église, ou si je trouve quelque chose d'intéressant, en lien aussi avec l'histoire de l'église ou du château. Sur ce, je vous emmène et c'est parti. Donc on a clairement une église qui est sur le style roman. Donc nous voici sur le devant de l'église, avec la petite rosace située au-dessus aussi. On a deux belles colonnes. Ouais, pour l'instant au niveau des signes, j'ai pas grand chose. Ah si, j'ai une année. 1779. Ça me confirme déjà bien le fait que les propriétaires de Vos avaient fortement financé la rénovation de l'église au point où, en fait, de moi-même qu'il était 18e, 19e siècle. Déjà 1779, lorsqu'on voit que c'est l'arche qui est l'entrée de l'église, je pense que déjà ça confirme ce côté-là. Alors, c'est parti, rentrons à l'intérieur. C'est très sombre, je sais même pas si vous allez voir à la caméra. Je vais adapter la lumière, je vais me faire quelques configurations de lumière et je suis à vous dans un instant. Voilà, de retour avec quelques configurations de lumière, etc. Déjà, je vois que c'est déjà bien mieux pour vous. Donc voilà, pour commencer, lorsque vous rentrez, voilà à quoi ça ressemble déjà. Tout est propre, tout est nickel. On a sur la droite pour commencer, on a une sculpture. Bon. On a des instructions aussi. C'est le bénitier, pour faire simple. Par rapport à ce que je dis en inscription en italien en latin sur la sculpture. Quelques éléments au sujet de l'histoire de l'église. Il y a eu une modification du clocher en 1882. Ok. 20e siècle. Les images d'église. Les environs. On a une photo de 1950 sur comment était l'église. Ah, c'est un plan du ciel de 1864. On peut voir l'église qui est sur la gauche, vraiment toute gauche, avec la croix qui est ici. Et en fait, c'est la disposition des bâtiments au moment en fait où l'entrée du château a été faite, à mon avis. Il y a des bâtiments qui sont sur le plan qui n'existent plus du tout à ce jour. La restructuration des bâtiments, la façon dont ils étaient reconstruits n'est pas du tout ce qui correspond à là, quoi. Une image du château de Vos avec l'église qui a été reproduite dessus. Alors la vision du château par rapport à l'église n'est pas respectée. Bon, là on est sur une fresque où on veut montrer l'ensemble de Vos. C'est une très belle fresque. On a notamment au sol la tombe de l'un des propriétaires du château. J. Marie Aimable de Cadier, baron de Vos, 1786 jusqu'à 13 mars 1834. Le propriétaire qui était le précédent ou deux précédents Charles-Eugène de Cadier. On a ensuite là-bas la partie confession. Ah, c'est une très belle église quand même. De rien. Ensuite, on a le chœur. Le chœur est magnifique quand même. Ce qu'on peut trouver là-bas. On ferait une exposition de minéraux. Ouais, non, c'est rien de particulier. Un autre petit cœur qui est sur la droite. Et on peut aller sur le côté du cœur aussi. C'est magnifique. On a aussi... Attends, c'est le piano ? Oh, le piano d'époque. Dans l'église. Je sais pas de quelle époque est ce piano, mais il est magnifique. Donc il y a même le piano qui est situé du coup à l'arrière du chœur et qui permet de jouer en même temps qu'il y a des cérémonies qui se passent derrière dans l'église, quoi. C'est... Ok. Et on peut continuer. Divin cœur, merci, 29/6/24. Sauf que on n'est pas le 24 juin 2029, on n'est pas le 29 juin 2024 non plus. Et voilà, si jamais il y a une plaque qui est là et si vous voyez ces trois nombres là, sachez que ça n'est pas
une époque du passé au moment où j'enregistre, donc ce n'est pas une date, je sais pas ce que c'est. Reconnaissance à Saint-Georges, 1894-1998. Un hôtel encore, c'est vraiment magnifique. On a là-haut, dans le plafond, un petit trou. Je sais pas trop pourquoi ce trou est là, mais on a tout là-haut le trou, notamment pour le clocher, pour le faire sonner. Bon, il a été bouché depuis. On a quelques bons. C'est quand même magnifique. Attends, je suis en train de voir. Ça vient d'où ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis en train de voir qu'à côté, il y a une pierre qui représente un homme allongé. Et comme ça, vue d'œil, c'est souvent le genre de truc qui était représenté pour des sarcophages, mais à l'intérieur. C'est pas le genre de truc qu'on laissait à l'extérieur et s'abîmer avec la pluie, tout ça, etc. Il faudrait que je revienne me pencher au sujet de cette pierre et savoir si je peux pas trouver des détails supplémentaires qui me permettraient de confirmer ou non si c'est bien un couvercle de sarcophage, en fait. Et qu'est-ce que ça fait là, quoi? Et ça vient d'où, surtout? J'aimerais bien savoir d'où il vient, avec l'ensemble des trucs qui sont à côté. L'hypothèse de la crypte, peut-être, ça expliquerait aussi pourquoi le sarcophage serait là, enfin, ce couvercle de sarcophage. Mais en fait, j'ai rien par contre qui me confirme mon hypothèse, en fait. Soit scanner le sol, soit de pouvoir faire une sorte de carotte ou autre. Et ce monument est tellement joli que je veux même pas en faire la demande, en fait. Je veux vraiment juste faire en sorte que le bâtiment soit comme ça, et tant pis, ce genre de choses restera un mystère pour moi, et c'est tout, quoi. Ou faut que je trouve, mais par un autre moyen, par des documents historiques, tout ça, etc. Donc voilà, au sujet de cette église, pas beaucoup d'informations en vrai. Alors, ce couvercle de sarcophage qui m'intrigue, on va dire. Une personne qui a été enterrée là, du baron de... Pas qu'une personne, je suis en train de voir même. Famille de Cadier de Vos. La famille Cadier de Vos est enterrée à Vos. C'est vrai que c'est pareil, assez logique. Donc la famille Cadier de Vos a l'air d'être enterrée là, et ainsi que l'élément qui est en face. Et je retombe encore sur la croix. La triple croix. Subgrus Candida Persevalens. Oui, donc en fait, du coup, la famille de Cadier est bien enterrée à Vos. C'est vrai que je m'étais pas tilté et posé la question, et ça paraît assez logique, mais oui, effectivement. Par rapport à cette famille de Cadier, notamment, je retrouve encore le blason avec les 3 croix qui sont présentes. La question, c'est pourquoi ils ont pris un autre symbole à partir d'un certain moment, et pourquoi ils n'ont pas gardé la tête de cerf de A à Z. Eh bien, bonne question. Peut-être que c'est par alliance, ou par mariage, ou etc. Finalement, cette église m'en apportera encore plus que ce que je le pensais. Les choses continuent à se creuser, à se chercher, et j'ai envie de dire, on verra où ça nous mènera encore, hein, puisque je suis encore loin d'avoir fini. Sur ce, je vous dis à la section suivante pour vous. Pour ma part, j'ai envie de dire peut-être dans 2 mois ou 3 mois, je sais pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi je cherche une partie souterraine par rapport à l'église. Je vous ai déjà parlé du donjon, le fait que le seigneur venait se protéger à l'intérieur. On faisait aussi en sorte, normalement, d'anticiper le cas critique, et auquel cas, on faisait en sorte que le seigneur puisse partir par derrière par un chemin dérobé. Plusieurs châteaux en France ont des couloirs souterrains qui permettent de partir plus loin et de sortir ailleurs. Mais au vu de la taille du château de Vos, le fait qu'il a été construit comme étant une forteresse féodale sur son roc avec une présence de pans tout autour, j'étais moi-même assez surpris que rien n'était présent de ce côté-là, et je m'en étais fait donc une hypothèse de recherche en venant au château. Cette piste va arriver sur le haut de la pile à cause de 2 choses. La première, en voulant faire une communication spirituelle pour aller explorer la partie sud du château, et en posant la question « Avez-vous un endroit spécifique à me montrer ?», j'obtiens comme réponse « Direction Est, eau donnera réponse ». Une personne intéressée par l'histoire et les châteaux me donnera comme information que les églises étaient fréquemment construites en même temps que le château, comme étant une dépendance importante, et parce que le poids de la religion devait être représenté à cette époque. Et si la sortie du couloir devait être secrète, la faire sortir dans une dépendance était de ce qu'il y avait de plus logique. Et que l'église était donc un bon candidat, puisque l'on a 1100 au niveau de la trace, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il a été construit exactement. J'ai donc commencé à mettre de l'importance sur tout ce qui pourrait être entre le château et l'église, et à redonner plus d'importance au sujet du pont qui est situé à l'entrée du château. En y apportant de l'attention, je me suis rendu compte que le pont finalement était construit un peu en biais par rapport au troubadour et la réelle grille du château. Pour expliquer ça, mon hypothèse était donc simplement de me dire il y avait des fondations dans le passé qui étaient présentes là. Est-ce que c'était une sorte de moulin ou je ne sais trop quoi? En tout cas, une structure qui faisait que la fondation était déjà existante et qu'en 1850, il était plus simple de se rebaser sur cette fondation et ou structure pour ensuite construire le pont. Pour aller vérifier cette hypothèse, le plus simple était donc d'aller directement en dessous du pont, quelle était la structure des pierres, etc. Et finalement, j'ai découvert quelque chose de bien plus majestueux que je ne le pensais.
On est le 16 juin 2024 et je suis dans une tenue qui est un peu particulière. Alors, je ressemble plus à un sac plastique que autre chose, mais dans la réalité c'est pour pouvoir aller en dessous du pont. Donc je suis sur les dernières préparations, je suis en train de checker les lumières, d'avoir de la corde de façon à ce que ça soit un peu sécurisé. Et puis dès que je suis prêt, on y va, pour vous ça sera tout de suite. Je me suis servi de cet arbre là pour me faire un système avec une corde, ça va me permettre de descendre en bas. On voit le pont à travers la végétation et la rivière est là-bas tout en bas, à une quinzaine de mètres en dessous. Allez, c'est parti. Alors, je suis désolé pour la caméra, ça va tanguer, je vais pas trop avoir le choix. Ok, alors me voilà en bas. En tout cas voilà la rivière vue du bas. Et puis je suis en train de voir qu'on a déjà des murs qui sont présents, des renforts au niveau de la terre, un peu sous la végétation. Et puis je vais passer par l'eau pour aller jusque là-bas, en dessous du pont. Ok, on y est. Par contre pour aller là-haut, je sais pas comment je vais faire. On peut voir sur la gauche par contre qu'il y a une pente. Donc j'ai tout intérêt à être en haut. Il vient d'y avoir quelque chose. Comment je vais faire pour aller là-haut. Et là avec la flotte qui part en plus, le couloir part beaucoup plus loin derrière. Quinzaine, vingtaine de mètres je dirais. Par rapport aux pierres, c'est vrai que on est plutôt proche de quelque chose qui est du même style que le 14e siècle. Je vais retourner en arrière. Ok, allez, je remonte. Je vais te faire descendre une échelle par la corde que je viens de mettre. Et de cette manière-là, je vais pouvoir continuer à explorer le couloir. Je vais être obligé de par contre faire un aller-retour, d'avoir une ellipse qui va me durer 1 heure pour moi. Pour vous, vous allez voir directement la suite du coup. Je viens de mettre l'échelle en place, de monter en haut. Donc comme vous pouvez voir, il y a l'échelle qui est présente avec la rivière et le joli décor au fond. Et quant à ma part, j'ai envie de dire let's go pour aller explorer ce long couloir, parce que vous allez le voir par vous-même. Voilà, le couloir est très très long. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Et puis on va voir où est-ce que ça va surtout. Donc c'est parti, allons-y, let's go. Il y a une vieille spatule dans la flotte. Il y a une structure qui a l'air d'être du 14e, qui est bien solide en arc de cercle. Et après c'est la même pierre qui part jusque là-bas au bout. Le style de la pierre n'est pas en brique, elle n'est pas non plus en basalte comme on peut voir au sommet du donjon. Donc je pense qu'on est sur quelque chose de encore plus ancien que ça au niveau de la construction. Je ne pourrais pas dire exactement l'année, mais en tout cas c'est ancien. Ça sent un poil renfermé, mais en vrai ça va. Après d'un côté l'eau circule aussi, donc ça aide énormément. Ah, alors il y a un petit trou ici. Ce petit trou, ça a l'air d'être une conduite d'eau, et ça a clairement été aménagé aussi, vu comme c'est rectangulaire. Vous voyez la hauteur de ma main, ça doit faire 3 fois ma main au niveau de la hauteur et 2 fois ma main au niveau de la largeur, donc je ne peux pas me glisser là-dedans, mais ça voudrait dire surtout qu'il y a d'autres couloirs encore sur le côté des murs. Ouais, concrètement, si vous avez peur des araignées, c'est pas un endroit où il faut venir, hein. Clairement. Il y a un peu partout, il y a un plafond sur les murs, donc le mur est beaucoup plus large, je dirais 1 mètre de large. Par rapport à avant, c'est 50 cm de large, je dirais. Par contre, le sol est un poil plus bas. J'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un tunnel aussi long à côté de Vos. D'un côté, si ça rejoignait l'église de mon hypothèse, forcément c'est long, oui, mais voilà quoi. Ça continue encore là-bas avec un autre style de couloir, un peu le même que le premier. Et je vois que par là, il y a encore une conduite d'eau, donc ouais, je sais pas où ça mène non plus, mais c'est assez profond. Et puis je vais continuer le couloir. De toute façon, il n'y a qu'un seul couloir où je peux marcher, donc ça règle la question. Je m'enfonce un peu ici. Ok, on est bon. Donc ce morceau de métal qui est ici, il y a encore les petits crans qui sont à l'intérieur, et ça reste de tonneau, de base de tonneau qui est là. Et qui traîne dans la flotte et qui est là depuis vitam aeternam. J'ai aussi un morceau de seau en métal qui est complètement explosé maintenant avec l'eau et le temps. C'est érodé, mais je commence à arriver à un endroit où il y a une poutre en bois qui traverse le couloir. Puis après ça continue encore le couloir au-dessus, mais ça monte d'un cran. C'est bizarre que ça monte d'un cran comme ça d'un coup. Alors ça s'enfonce bien des familles. Alors attendez, là ça va être délicat. J'arrive à monter au-dessus. Ah,
Ok, je peux continuer l'exploration. Le nombre d'araignées qu'il y a là-dedans, c'est terrible. Ok, alors, j'arrive sur un endroit où ça se rebouche. On a exactement de l'herbe qui est là, avec une grosse conduite qui passe à travers et qui a l'air de laisser couler de l'eau jusqu'à dans la rivière. Derrière l'herbe, ça continue, il y a un trou. Et j'ai pas de tenue de spéléo, donc je pourrais pas aller plus loin que ça en vrai. Je sais pas pourquoi ces surrévélations sont si brutes, si nettes, ce qui me paraît étrange. Ça serait super intéressant de scanner les murs d'ici en tout cas. Ok, bon, bah je vais revenir en arrière. Pas mal de petites reliques du temps, etc. qui sont présentes. Donc, à voir ce qui est faisable. On a même le reste d'un arbre qui est sur le bord de la paroi. Ok, bah sur ce les araignées, je vous laisse tranquille. Je sais pas si quelqu'un d'autre viendra vous embêter, mais à mon avis, vous n'êtes pas souvent embêté. Oh. Alors, tout à l'heure je vous parlais d'un tonneau avec une petite partie qui restait. Là c'est le cercle complet qui est encore debout. Et il y a encore les tiges qui sont bien longues par rapport aux bases de tonneau. Il y a encore ces reliques historiques ici, c'est incroyable. Voilà, je l'ai mis hors de l'eau, comme ça il évitera de rouiller plus. La façon dont est construit le tonneau, tout ça, etc. Ça permettrait d'avoir peut-être une date. Si j'éteins toutes les lumières, je suis vraiment dans le noir complet. Je ferai peut-être exprès de l'éteindre juste au moment où je serai proche de la sortie. Mais j'ai fait 250-300 mètres avant d'arriver jusqu'à l'endroit où c'est bouché avec la conduite qui descend. Ah bah regardez, parfait. Rien pour vous donner une idée, il n'y a strictement aucune lumière, on est dans le noir ici. C'est le reflet de l'eau qui m'indique où aller, mais sinon c'est complètement noir et je ne vois rien du tout. Ok, je commence à voir la lumière de l'extérieur, enfin, avec l'échelle que j'avais laissée. Donc il y a bien un tunnel qui est présent, qui fait toute la longueur. Et je pense tellement que ce tunnel a été aménagé pour qu'on puisse marcher dedans. Du coup, il faudrait se poser la question historiquement aussi de comment c'est aménagé d'ici jusqu'au donjon. Donc grosse découverte avec encore 2-3 reliques encore de l'histoire qui sont dedans, quoi. Bien que j'ai un couloir, il me reste encore les deux extrémités à retrouver. Malheureusement pour la partie donjon, s'il y a une partie souterraine, elle est inaccessible car trop dangereuse. Ça me permet donc de simplement me donner une hypothèse en faisant un trait droit entre le donjon et potentiellement la rivière Le Pont. Cependant, scanner l'ensemble de cette zone est un travail considérable. Il me faut quelque chose qui me permet d'affiner mon hypothèse, d'avoir que quelques endroits clés, d'avoir un chemin clé, et sur lequel je vais pouvoir aller analyser physiquement qu'une petite partie de cette zone. J'ai donc demandé à une personne pouvant détecter les cavités par résonance magnétique si elle pouvait venir au château et ressentir quelque chose au sujet de ce terrain. Il a effectivement détecté plusieurs points sur lesquels une cavité serait présente, à 3-4 mètres de profondeur, ainsi que la zone en dessous des marches. Maintenant que j'ai ces points clés, je devais avoir une équipe qui venait fin juillet pour faire ce scan. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc si quelqu'un ou une association ou un groupe de recherche possède des appareils type radar pour venir scanner le sol et serait intéressé pour passer un moment au château de Vos, eh bien n'hésitez pas à me faire coucou. Malheureusement pour cette piste, elle en est à là, j'espère juste que demain, elle aura effectivement progressé. Un peu plus tard, et en lien avec les parties souterraines, je vais découvrir un autre endroit. On est le 11 juillet 2024, et en faisant un petit peu les alentours de Tour de Guet, je me suis rendu compte qu'il y avait une entrée qui était située en hauteur. Le propriétaire m'a juste parlé d'une réserve à cet endroit-là. Je suis allé simplement ouvrir la porte. Au niveau du sol, il y a un trou qui permet d'aller en dessous. Donc je sais pas ce qu'il y a exactement là-bas, je vous emmène avec moi directement là maintenant, et c'est la première fois que j'y vais. Donc je découvre avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sur ce, c'est parti, et je vous emmène. Ok, on y est. Donc la petite salle réserve que le propriétaire me parlait. Donc c'est simplement des étagères qui sont posées là sur le bord. On a même une vieille bouteille qui est présente. Et en fait, au niveau du sol, on a ce carré qui est présent, qui permet d'aller en dessous. Donc je vais y aller par moi-même. Le temps d'amener l'échelle là, et on va pouvoir descendre. Mon but du jeu, c'est pas de faire une grosse exploration, je reviendrai chercher du matos s'il le faut. C'est juste déjà d'aller voir dans un premier temps ce qu'il y a en dessous. Donc c'est parti pour descendre l'échelle. Ok, j'y suis.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, alors beaucoup de gravats. Je marche sur de la caillasse ébranlée. C'est comme si on avait fait une sorte de dépotoir ici en mettant les cailloux, en les jetant là, quoi. Et puis par là, ça s'enfonce. Ça a été, ouais, ça s'arrête tout de suite là. C'est étrange parce qu'il y a des morceaux de bois qui sont présents, sauf qu'ils font pas la largeur de la trappe en haut. Mais il n'y a pas de quoi avoir une porte en fonction des murs qu'il y a ici. Ou bien il y a tellement de cailloux par-dessus que on ne voit plus la porte. Donc c'est un tas de cailloux. Ça fait un demi-cercle, et je suis en train de voir qu'en face, il y a même le trou pour l'air a même été rebouché par un caillou tout au bout. Ça part en diagonale vers la porte, vers la droite de la porte d'entrée, donc vers l'aile nord du château. Je suis en train de voir qu'on a aussi des trous qui ont été aménagés pour avoir une sorte de support. Elles sont toutes à la même hauteur. Oh, il y a une chauve-souris à l'intérieur que je suis en train d'emmener, que j'ai réveillée. Je vais remonter en haut pour pas trop la déranger. De toute façon, il n'y a rien de plus, donc la question est réglée. Bon, alors en conclusion, cette pièce est très petite, donc il n'y a pas grand chose à aller voir. Je suis en train de me poser donc simplement des questions au sujet de ce que ça pouvait être cette pièce. Ce carré au niveau du plafond, ce conduit d'air qui part en diagonale sur le plafond. Le niveau du sol était plus bas à l'origine. Je suis en train de me dire que ça a quand même bien une tête d'oubliette, mine de rien. Le fait d'avoir une pièce qui est plutôt éloignée, avec un carré qui est au-dessus qui permet de recouvrir. La pièce est située en dessous d'une réserve et c'est la seule accès pour y aller. Alors après, il y a une question de décalage par rapport au temps, etc. Ça n'a jamais été tout le temps une réserve à cet endroit-là, je pense. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une autre chose encore. En lien avec les oubliettes, je vais de nouveau vous reparler de Lucie. Car, jusque maintenant, je n'ai pas traité la question que tout le monde me pose depuis que je suis au château de Vos, est-ce que j'ai vu Lucie? Et en réalité, face à cette question, je suis embêté. Vous répondre oui serait mentir, vous répondre non serait aussi vous mentir. Par conséquent, je vais vous expliquer le pourquoi et vous allez comprendre de vous-même. J'ai effectivement passé du temps dans ce chemin de ronde, dans cette tour de l'horloge, à passer plusieurs nuits, à simplement regarder si un potentiel phénomène pouvait se produire. C'était pas ma piste prioritaire sur le sujet, mais vu que la légende est très forte par rapport au château et que la plupart des gens se posent des questions à ce sujet-là, ça me paraissait quand même intéressant de prendre en priorité cette piste et de lancer la recherche. La première fois, j'étais simplement content de voir en face de moi ce phénomène lumineux, et je suis juste resté observateur à regarder ce qui se passait en face de moi. Ce phénomène lumineux est sous la forme d'une lueur, effectivement, qui a une forme et une caractéristique un peu bizarre, dans le sens où ce n'est pas une lumière brillante, il y a un jeu de clair, foncé, etc. qui est assez particulier, et elle n'est pas non plus ronde ou carrée ou etc. Elle a vraiment des formes un peu variées, diverses, et ça évolue même au fur et à mesure du temps. La première fois, je suis juste resté complètement passif face à ça, en observant le phénomène. Par contre, j'ai remarqué en parallèle que je n'avais pas spécialement de ressenti sur le fait qu'il y avait un esprit présent, qu'il y avait quelqu'un de présent à ce moment-là. C'est en y réfléchissant que je me suis dit que la deuxième fois, si jamais ça devait se reproduire, c'est d'aller vers cette lueur fantomatique et de voir ce que j'aurais comme résultat en y allant, bien entendu, en prévenant en amont, en demandant l'accord, tout ça, etc. et en voyant ce que j'ai au niveau des ressentis et de la communication. Après plusieurs nuits de campement dans la tour de l'horloge, le phénomène se reproduit une deuxième fois avec des caractéristiques à peu près similaires. À ce moment-là, j'ai fait mon annonce en disant voilà, j'aimerais vous approcher, même tenter de vous traverser. Toujours pas de ressenti d'esprit spécifiquement en plus. Niveau énergétique, c'est très calme. Et même de manière globale, c'est très calme dans ce chemin de ronde. Puis, après toutes mes annonces, je me suis fait un petit décompte et puis je me suis lancé. J'ai traversé le chemin de ronde jusqu'à arriver au niveau de cette lueur et la traverser. Et c'est en traversant que j'ai compris quelque chose. Sur le toit de ce chemin de ronde, il y a une fenêtre qui est au niveau du toit, avec une vitre un peu spécifique, un peu feutrée. Et je me suis rendu compte que en fait la lumière de la lune éclaire cette partie du toit, mais que l'arbre donne une ombre qui évolue au fur et à mesure du temps sur cette fenêtre. En remarquant tout ça, je me suis rendu compte de plusieurs choses qui empêchaient ou qui permettraient de voir ce phénomène lumineux. Premièrement, les sources de lumière empêchent de voir ce phénomène lumineux, au point où même le retour caméra que les gens peuvent avoir empêche de voir ce phénomène lumineux. Je peux préciser ce cas-là parce que j'ai réussi ensuite à le montrer à une équipe, mais malheureusement, même avec une caméra, on n'arrive pas à attraper cette lueur dans l'objectif. Ce n'est vraiment que nos yeux et en cachant toute source de lumière que l'on arrive à voir cette lumière. Plus tard, lorsque j'y suis retourné une troisième fois, j'y suis allé notamment avec un miroir. Je m'étais mis une lumière en tant que témoin pour vous montrer qu'est-ce que ça donnait un reflet de lumière en positionnant mon miroir à l'endroit où il y a la lueur. Je voulais essayer de récupérer la lueur qui était par la fenêtre, que ça réfléchisse dans le miroir et que ça aille dans la caméra. Sauf que, chose que je n'ai pas tiltée, la lumière qui éclaire les murs m'empêche d'avoir le reflet de cette lueur par la fenêtre au niveau du miroir et de pouvoir le distinguer, le détecter.
J'attends donc encore une autre fois où la météo est clémente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuages, que la pleine lune ou lune éclairant bien le chemin de ronde soit présente. Et même par rapport à ça, je me pose la question s'il faudrait pas du matériel un peu plus avancé que je n'ai pas. Ma focale est en 2.8 au niveau de ma caméra, donc il faudrait probablement une focale qui est plus basse, qui permettra de mieux détecter la lumière. Et enfin, je me suis rendu compte que finalement ça collait pas trop mal quand même avec ce que Tagori disait en fait. Le fait d'aller à minuit lorsque c'était la notion de la pleine lune, eh bien ça permettait effectivement d'avoir facilement cette lueur-là. Après je pense pas que Tagori avait forcément le lien avec cette histoire de fenêtre et cette histoire de lumière par rapport aux arbres, tout ça, etc. Pour finir au sujet de Lucie et de ce phénomène, il y a aussi d'autres phénomènes qui se passent dans ce chemin de ronde. Qui plus est, ça ne correspond pas au phénomène lumineux que Jean-Yves Gasga et son équipe ont pu apercevoir puisque ça a commencé d'une pièce et ça a navigué ensuite dans le chemin de ronde, là où mon phénomène lumineux reste statique à peu près dans les mêmes environs du chemin de ronde. Il faut donc juste bien avoir en tête, ce que je détecte là, ce que je propose et que j'arrive à trouver d'un point de vue physique, n'est que un phénomène parmi tant d'autres qui sont en lien avec le château. Et à propos, au sujet des nombreux phénomènes qui se passent au château, il faut savoir qu'il y a aussi des phénomènes qui se passent sur l'extérieur ou sur les alentours. Et je vais notamment vous exposer un lieu où personne n'est vraiment allé à cet endroit-là pour tester des choses ou etc. Et sur lequel j'ai pu notamment renettoyer un peu la végétation devant pour pouvoir y accéder. Alors nous sommes le 12 juin 2024 et je vais notamment parler de la maison du gardien. La maison que vous avez juste derrière moi était il y a quelques semaines complètement couverte par la végétation. Vous ne pouvez voir que le portail qui était situé juste à côté d'elle. Les propriétaires m'ont dit notamment que à leur tout début, ils pouvaient y accéder, mais qu'ils ne sont pas spécialement rentrés dedans, qu'ils n'ont rien fait de spécifique, et que par conséquent, tout est resté tel quel. Et je vais découvrir avec vous l'ensemble des pièces qu'il y a dans cette maison. Parce qu'en réalité, je n'ai que ouvert la porte d'entrée pour vérifier si, d'un point de vue sécurité, c'était sécurisé ou non de rentrer dans le bâtiment. Donc je vous emmène avec moi et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans cette maison. C'est parti! Ouais, c'est parti. Alors, nous avons une première pièce qui a l'air d'être une cuisine. Il y a encore une vieille casinière de la style 1980 qui est encore présente dedans. On a un compteur derrière, et une petite trappe là-bas, on verra après. Alors cette partie-là, je vais pas y aller. Le coin a l'air d'être pas très sécurisé. On a la porte d'entrée sur laquelle je suis rentré, un téléphone, le téléphone, qui est vraiment d'époque, qui est encore là, il y a même encore écrit renseignement 12, réclamation 13, le télégraphe 14. Il reste plus que les numéros, encore le moment où la police et les secours étaient sur le numéro 17. Ouais, c'était les anciens numéros. Ensuite, on a un compteur électrique. Bon, ça, je vais pas trop regarder de près parce que je vois qu'il y a des étiquettes avec des noms, donc voilà, on va éviter de filmer ça. On a même cette vieille gazinière, je sais même pas si elle peut s'ouvrir. Je vais voir, on va tenter. Ouais, avec les... Ça s'ouvre, avec... Donc, pour vous montrer un peu comment c'est l'intérieur. C'était clairement une plaque avec les structures sur le côté, un peu comme les fours actuels. Hein. Donc là, c'était la plaque où on mettait... la partie cuisson sur la partie haute. Et normalement, si je ne me trompe pas, sur la plaque du bas, c'est là qu'on mettait les trucs à cramer. C'est ça. Donc on a la partie combustible qui est présente à cet endroit-là, qui est la partie de dessous, avec même le support pour éviter que trop de débris sortent. Et puis la plaque du dessus était là pour mettre le plat et faire en sorte que voilà, on puisse faire notre histoire et chauffer. Donc voilà pour cette gazinière. On a ensuite des casseroles qui sont présentes. Bon, ça fait un moment qu'elles sont là, mais elles sont plutôt classiques. On a aussi un petit lavabo, alors c'est un peu d'obscurité, je ne vais pas trop vous montrer. Un petit coin de rangement. On a aussi un frigo. Celui-là, quoique celui-là il est déjà ouvert, la porte est légèrement ouverte, mais je tenterai pas de l'ouvrir. Je verrai éventuellement après si jamais il y a des dates ou autres, et je vous dirai si jamais dans la vidéo, si je trouve des années de péremption dans le frigo. Chose que je souhaite pas spécialement, mais voilà. On a ensuite cette partie-là avec le sol et le toit est assez abîmé. Et derrière cette porte, on a un escalier. Je vais voir si je peux pas juste vous montrer comme ça par la caméra en attendant. Voilà, donc c'est simplement un escalier qui monte à l'étage. Malheureusement, je n'irai pas à l'étage. Je préfère pas. Par contre, le reste est nickel. De ce côté-là, on est plutôt sécurisé sur là où je suis.
On a aussi l'extérieur. Alors c'est de la végétation. On a encore un tout petit bout de barrière qui est tout au fond là-bas. Je sais un peu si je vais pouvoir le zoomer. Si vous regardez là-bas, ouais, si on voit. On a un tout petit bout de barrière qui dépasse. Faut s'imaginer que c'est les barrières qui font 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur, comme on trouve habituellement en béton sur le bord des routes. Il y a à peu près 1 mètre de végétation ici parce que le sol est légèrement en dessous par rapport au sol de la maison. Donc ouais, c'est quand même quelque chose, hein, mine de rien. Puis on va passer à l'autre pièce qui est à côté. Donc là, je vais passer rapidement en face. Bon, des toilettes. Rien de bien intéressant. Pour l'instant, ici, c'est que des toilettes avec un lavabo. On a une baignoire de l'époque qui est présente ici. Bon, alors l'eau a été coupée, l'électricité a été coupée dans ce bâtiment, hein, je vous rassure. Et puis, donc la porte sur laquelle je suis rentré. Et globalement, non, sinon c'est une pièce vide ici. Je vois qu'à côté des toilettes, il y a une autre porte aussi. Ok, c'est un placard. C'est un placard, mais il est complètement vide. Donc ouais, bon bah rien de particulier, je vais refermer la porte. Hop. Ok, bon bah voilà. Puis je passe rapidement parce qu'il y a aussi le trou au niveau du plafond. On va pouvoir voir probablement l'étage du dessus, ouais si on voit. Alors le trou qui est dans le mur, c'est par rapport à la cheminée, l'évacuation de la fumée. Et après sinon, bah on voit que c'était 2 petites pièces probablement. Au-dessus, ça a l'air des pièces qui sont en bon état, il y a juste un trou au milieu parce que bon bah puis c'est infiltré. Mais sinon tout le reste ça a l'air d'être nickel, même le bois il est peint, il est vert, enfin voilà. On a encore le porte-manteau qui est accroché au mur, enfin c'est... En vrai, je pense que réparation du toit et restructuration après des 2 planchers, puis on est bon quoi. Bon, il y a une poutre à changer, celle-ci elle est... voilà. Et sinon, pas tant de travaux que ça finalement. C'est beaucoup du nettoyage et du cleanage, mais rien de plus. On a aussi là-bas une trappe, mais en fait, je me suis rendu compte que la trappe ne donnait que vers l'extérieur, que c'était pour boucher une petite fenêtre qui donne vers la route. Je vais voir maintenant si je trouve pas des choses... Je vois notamment qu'il y a une petite boîte là, il y a le compteur électrique, il y a une étiquette, faut que je regarde aussi. Ok, bon la petite boîte est un système de branchement électrique, donc on va pas s'y intéresser. Et je vais regarder maintenant le compteur électrique avec l'étiquette qui est tout en haut, donc je vais pas vous montrer l'étiquette parce que je sais pas ce qu'il y a dessus. Et sur l'étiquette qui est écrite en haut, on a le nom du propriétaire actuel, donc l'éditeur. Donc la dernière fois que probablement on est rentré dans ce bâtiment, c'était en 2007, soit il y a 17 ans à peu près. C'est comme ça probablement depuis 2007. Donc 2007, ils ont fait un truc ici par rapport au compteur. Et au vu de la cuisine, tout ça, etc., comme les propriétaires me disaient, ils ont rien fait de particulier dans cette maison depuis qu'ils sont arrivés, quoi. Bon, bah globalement, en lien avec cette maison qui est derrière, je pensais découvrir un peu plus de choses, etc. Bon, bah, pas grand chose finalement. Ça reste intéressant parce qu'on a pu voir du coup une cuisine d'époque, on a quand même pu voir 2-3 éléments intéressants, bah, notamment que la maison, personne n'y est rentré depuis 2007 sûr. Ça fait 17 ans que personne n'y est rentré, punaise. Ça me fait bizarre de me dire que voilà, c'était juste là derrière de la végétation et pas visible du coup. Donc voilà à ce sujet, et bah je vous dis à plus tard avec une autre partie et une autre section de vidéo. Parmi les phénomènes connus du château, il y a notamment les phénomènes de chiens. Ce type de phénomène se présente fréquemment au niveau du couloir, au 2e étage, au niveau de l'aile sud. De plus, ce phénomène me semble fréquent. Le propriétaire me parle d'un chien qui lui rend visite la nuit ou qui le réveille, etc. environ 1 à 2 fois par mois. J'ai donc cherché à avoir des éléments plus intéressants en lien avec ces phénomènes de petits de chiens, car en réalité, il n'y a pas grand chose en information par rapport aux équipes qui sont passées là-dessus. Et c'est en parlant avec Florian, un ami passionné d'histoire, qu'il va me donner 2-3 informations, me lançant une piste intéressante. Il y a une 2e patte de chien ensuite qui est située sous le tapis. Quand Jérémy notamment a vu celle-là, il l'a découverte au moment où il parlait justement du chien avec l'un de ses amis. Par contre la trace en elle-même, alors je sais pas si c'est avec le temps ou autre, n'est plus vraiment proche d'une patte de chien, ou bien c'est 2 pattes superposées, ou enfin voilà quoi. C'est un peu plus éloigné quoi. Ce type de sol sont plutôt des tomates. La corrélation, alors peut-être qui est fausse, hein, mais qui reste au stade de l'hypothèse, c'est de se dire que en fait il y a eu un propriétaire ici qui était investisseur et en dehors du château qui voulait vraiment faire de Vos et de ses alentours une grande fabrique de briques. On peut peut-être estimer que c'était à cette période en fait où il aurait voulu peut-être décorer, laisser une empreinte, laisser une trace par rapport à ça. Je sais pas si on va chercher complètement de A à Z. Ah, t'as trouvé un truc ? Alors, élément intéressant, ça va
ressemble pas du tout à une patte de chien. Je suis pas spécialiste, mais plutôt oiseau, on dirait. Est-ce que la brique, au moment où elle a été fabriquée, elle aurait été posée à l'extérieur? Du coup, les animaux sauvages auraient pu passer par là. Et ça expliquerait aussi pourquoi tu aurais des pattes d'oiseau, parce que, en fait, ils ont juste marché dessus alors que ça séchait à l'extérieur, quoi. Ça aussi, on faudrait se renseigner aussi sur comment se fabriquait à l'époque ce type de tomates. Indirectement, Florian m'a donné un axe de recherche par rapport aux archives départementales, car ça m'a donné une période, des éléments concis et précis à aller voir, et notamment à creuser plus d'informations au sujet de cette usine de briques. Charles Gencadier a effectivement essayé de lancer une usine de briques. Il a notamment exploité la zone forestière des Colettes, non loin du château, pour en faire une exploitation de kaolin. Cette exploitation sera planifiée et créée dans les alentours 1853. Elle aura de la difficulté à vivre par rapport aux concurrents étrangers surtout, et elle retombera d'elle-même dans les alentours des années 1875. En plus de ces quelques informations, j'ai pu retrouver notamment la construction d'un bâtiment dans cette usine de briques. Vous pouvez voir maintenant le plan de construction du local séchoir de ces briques. Le plan date du 29 mai 1855 et fait office d'un bâtiment sur 2 étages où les tomates ou briques étaient séchées directement au sol. Cela confirme donc bien le côté séchage à air présent de cette usine, et cela confirme indirectement le fait que les tomates du 2e étage ont à peu près 175 ans. Je laisse votre croyance tourner par elle-même au sujet de la coïncidence entre le propriétaire, le fait qu'il découvre une nouvelle patte de chien par rapport à ces briques, et si auquel cas le chien le rendant visite serait incarné dans les alentours des années 1860. Pour ma part, je vais simplement me contenter des informations que j'ai pu regrouper au sujet de ce sol au niveau du 2e étage de l'aile sud. Tout ce que je vous ai présenté ici n'est en réalité que les pistes qui ont avancé le plus. Il me reste encore bon nombre d'autres choses qui sont en lien avec le château, qui m'intriguent et sur lesquelles des recherches sont encore en cours. Si ces recherches révèlent quelque chose de supplémentaire, vous le verrez sous la forme d'un complément sur ma chaîne. Comme promis au début de la vidéo, je vous mets notamment le chemin de l'entrée historique pendant que je vous parle de 2-3 choses en lien du château. Premièrement, il est très intéressant d'un point de vue énergétique. Tous ceux qui sont énergéticiens, énergéticiennes, il est effectivement intéressant à passer à cet endroit-là, ou bien même ne serait-ce que l'église qui est juste à côté. Ensuite, pour ceux qui viennent pour le côté spiritualité, en réalité, globalement, j'ai pu quand même bien dialoguer. Il y a toujours eu 2-3 entités, esprits qui ont bien voulu communiquer, bien qu'ils sont toujours un peu occupés en train de faire quelque chose, je ne sais trop quoi. Du côté des phénomènes physiques, beaucoup de phénomènes sonores globalement à ce que j'en ai vécu, quelques phénomènes lumineux. Il n'y a pas forcément besoin à ce que ce soit la nuit pour qu'il y ait des phénomènes dans ce château. Et ce que j'appelle phénomène notable, c'est-à-dire phénomène sur lequel on peut réellement se poser des questions et on peut douter de la source même en essayant de retester, de marcher, tout ça, etc. J'ai une fréquence d'à peu près un phénomène tous les 3-4 jours. Alors oui, il y a les phénomènes juste avant de s'endormir ou sur le point de se réveiller, mais le sommeil en lui-même, se faire réveiller, etc., plutôt rare. En bref, un lieu qui est juste magnifique, que je remercie à propos, que ce soit le lieu en lui-même, les esprits, les énergies. Je profite aussi de ce moment pour remercier plusieurs personnes dont la liste est présente ici, car il faut savoir que cette vidéo n'a pas pu avoir le jour et les pistes n'ont pas pu avancer, si ces personnes-là n'auraient pas donné un petit peu de leur temps, de leur recherche, etc. Donc merci à toutes ces personnes-là qui ont pu faire que cette vidéo existe, et avec qui j'espère recroiser prochainement. Dans la prolongation, je pense que GusDX m'entendra jamais, mais je comprends parfaitement pourquoi il disait que les recherches étaient infinies, qu'à un moment il devait se stopper. Il reste encore bon nombre de choses qui ne sont pas découvertes par rapport au château, il reste encore beaucoup de choses à creuser, et même si moi-même j'ai essayé de débroussailler comme je peux, et que d'autres personnes viendront encore, dans la réalité, le lieu aura toujours quelque chose à vous apporter si vous êtes intéressé à faire des recherches ou à creuser quelque chose, que ce soit au sujet du lieu ou même sur vous-même. Si vous êtes intéressé pour le visiter, je remets notamment l'affiche pour les visites. Malheureusement, c'est toujours que la partie extérieure à ce jour. Il reste encore bon nombre de consignes de sécurité pour que l'intérieur soit visitable. Et je ne pense pas qu'on y arrivera en 2024. Si vous vous posez la question, non, ce n'est pas de l'intox. Le château est toujours en vente et il est actuellement au prix d'1 million d'euros. Enfin, pour terminer, je sais que cette vidéo va déclencher beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Je vais voir de mon côté si je peux pas vous faire une session live ou etc. Dans le doute, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos remarques par mail ou par canal privé pour ceux qui me connaissent, et ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je clôt un premier chapitre de restitution globale par cette vidéo en disant de faire attention à vous, prenez soin de vous, et surtout, gardez l'œil ouvert.